Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie-Éléonore Riveron, je dirige une maison de vente aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto-art, et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou vous rendre sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter @artdunft. D'ailleurs, nous allons bientôt fêter nos 1000 abonnés. On est très contents. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Alors ce soir, nous sommes donc le 22 mars et nous recevons avec grand plaisir Nicolas Sassoon, j'espère que je prononce bien, qui va nous parler de son parcours, de ses œuvres, de son process créatif et de ses projets NFT. Comme d'habitude, vous pourrez intervenir en fin de room et rester jusqu'à la fin pour une série de petites questions sur le vif, comme d'habitude. Pour l'heure, place à l'actualité de la semaine et je te passe la parole, Benjamin. Merci Lucie et Léonore. En fait, en guise d'actualité, j'ai plutôt envie de parler d'une lame de fond qui déferle sur la planète NFT depuis quelques temps, et c'est la photographie. Et je trouve ça intéressant parce que, selon moi, la photo est à contre-courant des œuvres digitales qu'on voit depuis plus d'un an dans les NFT, avec toujours toutes ces plus de couleurs saturées, toujours des couleurs pop. Alors moi, j'adore les couleurs pop, vous le savez, mais on voit qu'il y a une course au mouvement, toujours plus d'effets 3D, plus d'effets spéciaux, etc. Et là, d'un seul coup, la photographie émerge, en tout cas, elle prend toute sa place maintenant, et je la qualifierais presque de slow art par rapport à l'art qui va très vite. Et pourtant, la photo, en plus, c'est vraiment de la deux dimensions, c'est figé, c'est statique, en termes de médium en tout cas, et alors qu'une photo peut dégager tellement d'intensité émotionnelle, que je me suis dit, il était temps quoi, que la photo émerge dans les NFT, et que les purs players du NFT se penchent sur cet art. Et alors on le voit, donc maintenant la photo est un petit peu partout sur les plateformes, sur Twitter, etc. Et en plus, c'est drôle parce que le NFT vient balayer les problèmes qu'a eu la photographie depuis un siècle, c'est-à-dire les problèmes d'édition, le nombre de tirages. Et le photographe a dit à chaque fois, mais j'ai brûlé les négatifs, rassurez-vous, il n'y aura que 8 exemplaires, etc. C'est ce qui fait d'ailleurs que la photo a mis du temps à s'installer dans l'art traditionnel, à s'installer dans les musées, par exemple. J'avais lu ça dans pas mal de bouquins sur l'histoire de l'art. C'était vraiment intéressant le parcours de la photo. Et là, boum, le NFT balaye tout ça en disant le nombre d'éditions, vous faites ce que vous voulez. Les négatifs, par définition, il n'y en a plus. Et donc, on s'intéresse plus qu'à l'image en elle-même. Et on s'intéresse à la volonté de l'artiste et à son parcours. Et une fois de plus, je trouve qu'on parle souvent de pont ici entre le physique et le digital. Et là, la photographie, c'est parfait. C'est exactement le pont entre un ressenti physique, parce que, a priori, une photo, à moins qu'elle soit vraiment trop retouchée, mais témoigne d'un instant présent, d'un instant physique présent, d'un instant très humain, et le digital qui peut faire jouer beaucoup d'effets que l'on connaît. Alors, moi, je vous encourage à aller sur Twitter. Si vous êtes branché Twitter, vous tapez le hashtag photo NFT, et là, vous verrez une ribambelle de créateurs et de collectionneurs d'ailleurs de photos en NFT. Il y a beaucoup de choses, c'est extrêmement varié. Et puis il y a, sinon sur OpenSea, si vous n'avez pas Twitter, vous allez sur OpenSea, l'immense plateforme que tout le monde connaît. Et là, il y a une section photographie. Parce que en fait, la plateforme OpenSea est pas mal pour se repérer par thématique. Il y a des rubriques, vous savez, musique, collectible, art évidemment. Et puis, il y a une grande rubrique photographie. Et là, on trouve énormément de créateurs qui s'éclatent. D'ailleurs, on voit qu'ils se font plaisir. Les photos sont parfois pures, sans aucune retouche, parfois avec des retouches, des effets, etc. Mais j'aime beaucoup l'idée de browser comme ça sur OpenSea. Et puis, autre chose sur OpenSea, c'est que moi qui suis très warholien, vous savez que je suis un adepte de Andy, et Andy Warhol a inventé l'idée de la série, c'est-à-dire il prenait un motif et il le déclinait en série 10 fois, 50 fois, 100 fois s'il le faut. Et certains photographes reprennent cette idée de la série, et vous savez aussi que les collectibles dans les NFT jouent beaucoup sur l'aspect série.
Alors les collectibles, c'est des milliers de pièces, mais les photographes jouent avec ça en disant, ben voilà, je vous propose, par exemple, cet artiste Ben Hopper que j'ai remarqué, que j'aime beaucoup. Il fait les Dancers on the Roof, qui sont des danseurs professionnels qui sont pris en photo sur leur toit, directement au-dessus, sur le toit, en pleine ville, et c'est décliné sur des centaines de pièces. Donc il y a à chaque fois des danseurs différents, des ambiances différentes, mais c'est toujours avec la même thématique. Et une fois de plus, la photo envoie des messages de joie ou parfois de mélancolie, où on ressent de la solitude chez le danseur. Mais c'est fort, c'est beau. On voit ces corps qui s'expriment de manière magnifique. Et donc je trouve qu'il y a des choses fortes en NFT, fortes en photo, et donc maintenant en NFT. À noter qu'il y a des collectionneurs fanatiques de NFT, vous les retrouverez sur Twitter. Donc voilà, je voulais partager ça. Je trouve que c'est assez anachronique dans le monde des NFT, mais c'est une vraie lame de fond, c'est une grosse tendance. Et voilà, à suivre. Donc je te passe la parole, Lucie et Léonore. Ben, merci beaucoup Benjamin. C'est vrai qu'on commence à en entendre parler de plus en plus de ce mouvement de NFT photographie. Il y a aussi des choses qui se passent sur Tezos. Notamment, il y a un site qui s'appelle nftphotographers.xyz, où il se passe pas mal de choses. Enfin voilà, un peu toutes les plateformes, enfin toutes les blockchains sont concernées. Et effectivement, c'est à suivre de près. Donc merci d'avoir fait cette actu lame de fond. Et nous allons passer à l'interview de Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend super bien. Super. Ravi de t'avoir avec nous. J'étais en train de rechercher qui nous avait conseillé de t'inviter et c'était Nail Beloufa. Voilà, parce qu'à chaque fois, on demande à notre invité de nous conseiller un nouvel invité. Donc voilà, tu as été chaudement recommandé par Nail Beloufa qu'on avait reçu il y a quelques semaines. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous. donc, juste pour information pour nos auditeurs et auditrices, tu es à l'autre bout du monde. Donc pour toi, il est tôt le matin. C'est ça, il est 10h du matin. Pour Donc, moi, 10 je heures suis du à matin. Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Super. Eh bien, c'est une parfaite transition aux petites questions d'introduction que je vais te poser. Est-ce que tu peux nous dire, avant qu'on revienne plus en profondeur sur ton parcours, est-ce que tu peux nous dire rapidement qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Nicolas Sassoun, j'ai 40 ans, je suis français, basé au Canada depuis maintenant 14 ans. J'ai fait les beaux-arts en France, dans une petite ville qui s'appelle Angoulême. Et je suis parti vivre à Vancouver au Canada en 2008, en février 2008, avec l'un de mes meilleurs amis qui avait fait les beaux-arts avec moi. Et voilà, j'ai fait des études d'art, nouveaux médias, et j'ai commencé à faire un travail en 2008 quand je suis arrivé à Vancouver, complètement en rupture avec ce que j'avais fait aux Beaux-Arts jusqu'à présent. Je me suis retrouvé dans un univers complètement différent, avec une scène artistique et une communauté artistique complètement différente. Donc j'ai un petit peu abandonné tout ce que j'avais fait pendant mon cursus scolaire et je me suis mis à faire des choses complètement différentes. Voilà. Ok. Eh bien, on va détailler tout ça. Alors, par quoi tu as commencé? Comment ça se fait que tu es artiste aujourd'hui? Est-ce que dans ta famille, il y avait des artistes? Comment tu as été sensibilisé à tout ça? Alors non, pas du tout, il n'y avait pas du tout d'artistes dans ma famille, mais disons que j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, et lorsque j'ai eu 17-18 ans, que j'ai passé le bac, la seule chose qui m'intéressait vraiment et pour laquelle j'avais une vraie passion, c'était la peinture. Donc j'ai fait une première année propédeutique d'art à Bayonne, au Pays Basque. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais vraiment un intérêt, un engouement réel pour l'art en général et pour des différentes pratiques artistiques. Donc voilà, c'est un peu, il n'y a pas eu vraiment d'influence, on va dire, familiale. C'est quelque chose qui s'est révélé de plus en plus évident au fil des ans. Et ensuite, voilà, ensuite, une fois que j'étais aux Beaux-Arts, j'ai fait une première année d'école d'art à Rennes en 1999 ou en 2000, et ensuite je suis parti à Angoulême, et là j'ai fait mon cursus de 2000 à 2017 à Angoulême, qui est une école d'art assez intéressante parce que c'est l'une des seules écoles d'art en France qui a un double cursus. Donc il y a un cursus art, nouveaux médias, communication, qui est un cursus, cela dit, assez classique dans les écoles d'art, et ensuite il y a un cursus bande dessinée.
Donc c'était très intéressant d'être dans cette école parce il y avait plein d'étudiants qui étaient intéressés en art, art contemporain, sculpture, peinture, etc. Et puis il y avait aussi beaucoup d'étudiants qui étaient très intéressés par la bande dessinée et qui donc avaient une approche de la production de l'image qui était complètement Bah, différente. à Angoulême, évidemment, le festival international de la bande dessinée, je crois que ça fait même 30 ou 40 ans que Angoulême décerne le premier prix de BD, et c'est juste mondialement connu. Est-ce que tu avais, toi, une appétence à l'informatique? Parce que, évidemment, quand on regarde ton art, on se dit, mais il est branché ordinateur, forcément. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, bah alors pour revenir un petit peu, du coup, pour définir un petit peu mon travail pour les auditeurs, moi, mon travail, il est extrêmement influencé par euh, les débuts du graphisme informatique, en particulier une période qui va du milieu des années 80 au début des années 90, donc une période où les consoles de jeux et les premiers ordinateurs de bureau commencent à être produits en masse et distribués en masse. Et donc ça se traduit visuellement par des trames pixelisées, des palettes de couleurs limitées, et donc un pixel qui est assez visible dans l'image et qui devient une sorte de trame et d'unité de mesure similaire, on va dire, voilà, à des tissus brodés ou à Mais, des images où le pixel mais est très très visible. Nicolas, pardon, je te coupe, là tu rentres dans le cœur de ton travail, c'est intéressant, on va y revenir. J'aurais juste aimé savoir si toi tu étais un gamer quand tu étais plus jeune, si tu pratiquais de l'informatique, si tu avais déjà des pistes de réflexion là-dessus ou si c'est venu bien plus tard. Il y avait des oui, oui, tout à fait. Ben, j'ai toujours, joué aux jeux vidéo, depuis que j'ai, 5-6 ans, et lorsque j'ai fait les beaux-arts, je me suis focalisé, sur, l'informatique très, très rapidement. Je suis arrivé aux beaux-arts, par la peinture et le dessin, et ensuite je me suis focalisé sur la vidéo, sur, la création d'œuvres interactives. Comment t'expliques d'ailleurs ce passage de la peinture et du dessin à la vidéo? Je pense qu'il y avait un intérêt personnel et puis il y avait aussi une volonté pédagogique dans l'école dans laquelle j'étais où le pôle numérique pardon, était extrêmement développé. Et puis le fait que beaucoup d'étudiants qui étaient dans cette école étaient aussi très intéressés voilà, par apprendre voilà, la suite enfin, apprendre tous les logiciels de création numérique. Donc il y avait une sorte d'émulation, il y avait des retours quotidiens entre les étudiants par rapport au numérique en général et à la création informatique. C'est amusant comme finalement l'école peut être déterminante. Enfin, parce que la semaine dernière, on a reçu un artiste, Kibo, qui était aux Beaux-Arts et qui a vécu tout le contraire. Ses profs, les enseignants étaient vraiment presque anti-numériques et du coup, il est parti en fait des Beaux-Arts. Justement pour ça, il était à Bordeaux, je crois. Ça peut être déterminant, oui ou non, parce qu'il a réussi à s'en affranchir, mais toi, ça a eu finalement une grande importance dans ton orientation, le fait qu'il y ait eu cette appétence pour le numérique là où tu étudiais. Alors oui et non, ça a eu une grande importance, je pense, en termes techniques, parce que j'ai beaucoup, beaucoup appris aux Beaux-Arts au niveau technique. J'ai le sentiment d'avoir beaucoup appris des étudiants plus que des professeurs. Alors après, j'ai appris plein de choses très importantes de mes professeurs, mais disons que j'ai vraiment le sentiment qu'au niveau de la culture de l'image, de la culture des formes, de ce qui se faisait à l'époque et ce qui était vraiment significatif à l'époque, toutes ces informations venaient des étudiants plus que des professeurs. Et les professeurs nous donnaient plus euh, j'ai envie de dire, une perspective un peu historique et conceptuelle par rapport à ces pratiques. Mais j'ai écouté d'ailleurs l'émission avec Kibo et je me suis retrouvé dans certaines de ses remarques et de ses critiques de la pédagogie aux beaux-arts, parce que c'est vrai que voilà, par rapport à un enseignement pratique, technique, etc., c'était inexistant, donc du coup, ça passait vraiment par les étudiants, et c'est là où je pense que ça a été influent, enfin, que ça a eu de l'influence, les beaux-arts, c'est les groupes d'étudiants avec qui j'étais. Est-ce que tu avais l'ambition, quand tu rentrais aux Beaux-Arts, c'est toujours une question qui m'intéresse chez les artistes, est-ce que tu t'imaginais devenir artiste professionnel, enfin vivre de ton art, ou est-ce que ça aurait pu aller vers un professeur d'art ou vers autre chose en fait?
Ouais, j'avoue que j'avais pas trop de perspectives à l'époque, pour être complètement honnête. Disons que j'avais une ambition un peu naïve de devenir artiste, mais j'avais pas vraiment ni d'expérience professionnelle, ni d'idée précise sur comment ça allait vraiment se passer. Et puis il y avait, encore une fois, il n'y avait pas vraiment d'opportunité d'avoir beaucoup d'expériences professionnelles dans le monde de l'art. Du coup, on était assez protégé en fait de certaines réalités. Et c'est pour ça que quand je suis parti après les Beaux-Arts à Vancouver au Canada, ça a été un choc à la fois culturel et puis aussi au niveau professionnel. Alors, tu nous as dit que tu étais en fait au début des années 2000 aux Beaux-Arts. Et donc, tu pars au Canada en 2008. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu décides de partir? Pourquoi au Canada? Raconte-nous un petit peu. C'était un peu un choix, on va dire, aléatoire, et pas si aléatoire que ça au final. Mais disons qu'après les Beaux-Arts, j'avais envie de partir, parce que moi j'étais basé au Pays Basque, et puis j'étais basé à Angoulême pendant les Beaux-Arts, et je ne me voyais pas rester là-bas. La perspective de monter sur Paris n'était pas forcément super attirante. La perspective de partir en Europe, à Londres ou à Berlin non plus, n'était pas super excitante. Et j'ai le sentiment que déjà à l'époque, la culture populaire et puis la culture artistique visuelle d'Amérique du Nord, ça a été quelque chose d'assez important et d'assez influent pour moi. Et à l'époque, mon meilleur ami, qui est aussi artiste, Sylvain Sailly, qui a fait les Beaux-Arts à Angoulême et à Cergy-Pontoise, lui aussi était super partant pour, euh, pour partir au Canada. Et le Canada, il y avait une raison un peu pratique à ça, c'est le fait que c'est très facile de partir pendant un an lorsqu'on sort de ses études en France, parce qu'il y a des programmes d'immigration qui sont très faciles à obtenir. Ouais. J'ai des amis comme toi, effectivement, pile en 2008-2010, il y a eu des appels du pied très forts du Canada ouais, pour que les Ouais. Français aillent s'installer là-bas. Mais donc, comme disait Lucie Léonard, c'est intéressant parce qu'au moment où quand tu pars au Canada, tu te dis, je vais me lancer comme artiste, enfin, j'y crois, j'ai une carrière devant moi, etc. Non, pas du tout. Je me dis, je vais partir et puis je vais essayer de découvrir un autre pays, une nouvelle culture. Voilà, je vais partir un peu pour le goût de l'aventure. Parce qu'à l'époque, je suis pas forcément je me sens pas très sûr de moi par rapport à ma pratique artistique. Disons que toutes les œuvres, les expérimentations, les recherches que j'ai faites aux Beaux-Arts à l'époque, bon, m'intéressent, mais me semblent pas avoir une forme de pérennité. J'ai pas forcément envie de continuer ces recherches spécifiques. Donc voilà, je me dis, fuyons très loin et peut-être que quelque chose se passera. Et effectivement, quelque chose s'est passé. Donc, Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que tu peux, parce qu'on va quand même rentrer dans le vif du sujet de tes œuvres, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu inities artistiquement parlant quand tu arrives au Canada? alors, il s'est passé plein de choses. Je vais essayer de faire court. Mais disons que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti au Canada. Je me suis retrouvé juste avec mon ordinateur portable comme outil de travail, entre guillemets, artistique. Et très vite, quand je suis arrivé là-bas, j'ai commencé à récupérer des petits boulots, j'ai commencé à apprendre à la menuiserie, à faire différents petits boulots pour essayer bah voilà, déjà de survivre économiquement. Et j'ai voulu vraiment créer une rupture avec le travail que j'avais fait aux Beaux-Arts à l'époque. Euh, et il s'était passé quelque chose aux Beaux-Arts, c'est que j'avais toujours voulu explorer le langage visuel des débuts du graphisme informatique. Et à chaque fois que j'avais fait des expérimentations par rapport à ça aux Beaux-Arts, j'avais toujours été. Enfin, ça avait toujours été très très mal reçu. On m'avait toujours dit non, ce travail-là c'est complètement régressif, ça n'a pas sa place en école d'art, arrête tout de suite, etc. Donc bon, j'avais mis ça de côté pendant les Beaux-Arts. C'est magique, hein, ça veut dire qu'il y a un art élitiste qui a le droit d'être aux Beaux-Arts et toutes les références de la culture populaire finalement n'y ont pas le droit. Et là, on est quand même tard, on est dans les années 2000 et tu as eu encore droit à ce genre de réflexion. Ouais, ouais, bah, il y a un peu un moule, je pense, aux Beaux-Arts qui est parfois très problématique. Il y a un moule un peu conceptuel et critique où lorsqu'on s'engage dans un langage visuel spécifique ou dans une esthétique spécifique, il faut tout de suite savoir ce que ça veut dire, il faut tout de suite avoir une attitude critique par rapport à ça.
Et moi, concrètement, quand je suis arrivé à Vancouver, j'ai fait complètement le contraire. C'est-à-dire que je me suis lancé dans une exploration de ce langage visuel sans vraiment savoir où est-ce que ça allait me mener, vraiment d'une façon complètement expérimentale. Et ça m'a pris vraiment plusieurs années pour essayer de faire le tour de ce langage visuel, de commencer à le maîtriser, de commencer à pouvoir l'articuler, etc. Et Est-ce que tu peux commencer à nous le décrire un petit peu? Tu nous as parlé de pixels tout à l'heure, de trames ouais, pixelisées. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? on peut aller un peu plus loin, ouais. Disons que moi, le travail que je produis, dans la majorité des cas, voilà, c'est un travail qui est vraiment constitué de trames pixelisées, de palettes de couleurs limitées, qui utilisent parfois la 3D, mais de façon très 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 simple. Il y a aussi beaucoup de travail abstrait. Et voilà, le travail visuellement peut sembler anachronique parce qu'on va retrouver des éléments visuels qui rappellent vraiment les débuts de l'ère informatique. Et donc moi, tout mon travail pendant les premières années, ça a été vraiment d'explorer cette période des années 80, début des années 90, comment ce graphisme est né, comment il était créé à la base, pourquoi il était créé, pourquoi au départ les ordinateurs étaient capables d'afficher des images en 2 couleurs ou en 16 couleurs ou en 256 couleurs plutôt qu'en millions de couleurs comme aujourd'hui. Voilà, de comprendre un petit peu toute cette histoire du graphisme informatique et de me l'approprier et de le réactiver dans mon travail pour explorer plein de choses. Donc il y a des parties de mon travail qui explorent des projets de sculpture où voilà, je vais créer des animations qui ressemblent à des objets ou à des formes architecturales. Il y a des pans de mon travail qui explorent le paysage à l'ère du numérique et comment représenter certains aspects du paysage via ce graphisme informatique. Il y a certains pans de mon travail qui explorent plus des choses abstraites. Voilà, je ne suis pas vraiment limité à Mais un champ, j'ai vraiment voulu expérimenter dans plein de directions différentes. on va rentrer dans ces directions, Nicolas. Mais je vais revenir juste sur le pixel art. C'est amusant, tu parles de ça parce que pour décrire les CryptoPunks, par exemple, qui sont les collectibles et les NFT les plus connus, à chaque fois on dit, mais en fait c'est une référence, c'est un clin d'œil au pixel art des années 80, auquel toi tu viens de faire référence. Et ma question, c'est est-ce que tu as pu récupérer, je crois qu'au début, c'était les Macintosh de 1984 qui permettaient de créer des images en 3 couleurs avec des pixels. Est-ce que tu te sers d'émulateur de ça pour retrouver l'esprit des années 80? Comment on peut créer un pixel art d'il y a 40 ans, en fait? Non, moi je triche en fait, je travaille pas sur des vieilles machines comme certains artistes. En fait, j'ai fait une exploration assez intensive de ces trames pixelisées, de ces pixels, etc. Et j'ai cherché à voir comment, avec des outils contemporains, on pouvait recréer ce type d'imagerie. Donc d'une part, moi je suis pas du tout codeur, programmeur, je suis le pire codeur de la planète, je sais absolument pas coder. Donc j'ai cherché tout de suite des systèmes ou des méthodologies qui seraient basées sur le visuel uniquement. Ça m'a amené à faire des recherches sur Photoshop par exemple, à retrouver les premières versions de Photoshop, voir comment les premières versions de Photoshop existaient. Et je me suis rendu compte en fait que ces graphismes, enfin ces images qu'on voit des années 80-90 où les pixels sont énormes, où il y a des trames pixelisées, des palettes de couleurs très limitées, c'est très 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 facile de les reproduire avec des outils contemporains parce que ce langage visuel, c'est une sorte c'est l'ossature en fait des programmes contemporains qu'on utilise. Et ce langage visuel, il est toujours là en fait. C'est juste on va rarement le chercher parce on cherche pas à créer ce genre d'image avec ces programmes. Ouais, c'est top que tu assumes de dire je suis absolument pas codeur, ça m'intéresse pas, je veux pas y toucher, parce qu'on a reçu d'autres artistes qui font aussi de l'art génératif ou de l'art lié à l'informatique, on va dire, de l'art digital lié à ça. Et toi, tu en fais et tu dis, moi, c'est pas le code du tout qui m'intéresse, moi, c'est vraiment juste l'image, c'est la perception graphique, enfin, c'est rétinien, comme on dit. Et tu joues avec ça, en fait, tu joues avec ces codes informatique. Mais donc, en fait, ce n'est que de l'image. En fait, on a l'impression qu'il y a un algorithme qui tourne derrière certaines de tes œuvres, alors qu'en fait, tu me dis non, non, c'est une illusion. En fait, c'est un trompe-l'œil.
Disons qu'il y a plusieurs façons d'arriver à une image. Alors, en ce moment, l'art génératif a le vent en poupe, surtout dans les NFT, et c'est compréhensible parce que c'est vrai une image numérique, il va toujours y avoir du code plus ou moins derrière cette image. Après, on peut arriver à de l'image numérique, comme tu disais tout à l'heure, via la photographie, via la vidéo, via l'animation. Moi, ce qui m'a beaucoup influencé, je pense aux beaux-arts et même aujourd'hui, c'est la pratique de la peinture et la pratique de l'animation, on va dire à l'ancienne, analogique, de l'image par image, des animateurs qui produisaient voilà, de l'image animée similaire un petit peu à la bande dessinée, etc. Et voilà, moi, ce que je trouve intéressant dans la création digitale aussi, c'est qu'il y a cette multiplicité de méthodologies et de pratiques, et que voilà, l'outil informatique permet mille et une approches pour la production d'une image. Alors moi, il arrive souvent des conversations assez drôles, justement par rapport à ce que tu disais, où certaines personnes sont super enthousiastes par rapport à mon travail et commencent à me poser des questions par rapport à comment j'ai créé le travail. Et quand je leur dis que c'est pas codé, il y a tout d'un coup une sorte de déception qui s'installe. Et ça me fait toujours rire parce qu'en fait, bon, je pense qu'il y a un peu cette promesse dans une image numérique, une sorte de code qui est caché, et que lorsqu'on va avoir accès à ce code, on va comprendre un petit peu mieux l'image, on va comprendre son corps ou sa substance. Et pour moi, c'est vraiment une approche qui est complètement différente. J'ai vraiment approché. Je parle souvent de Steina et Woody Vazulka, qui sont des pionniers de l'art vidéo. Et j'ai une approche qui se rapproche beaucoup de leur approche, où j'essaie vraiment de me rapprocher un peu de la substance d'une image digitale, mais de façon complètement analogique, en fait. De façon vraiment presque un peu comme de la peinture. Presque artisanal, en fait. Exactement, ouais. Ouais. Ce qui est amusant, c'est que il y a souvent des critiques sur l'art génératif, disant que il y a plus d'artistes et que c'est la machine qui est l'artiste. Et finalement, toi, c'est un peu l'inverse. On te reproche presque qu'il n'y ait pas de code. Donc c'est assez amusant. Moi, je voudrais, avant de passer au NFT, parler un petit peu de tes installations, parce que tes images, tu ne te contentes pas de les créer, de les laisser sur un écran d'ordinateur, tu les mets en scène. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, tout à fait. Ben, disons que j'ai toujours eu une pratique assez variée. Donc, j'ai commencé à travailler, à faire de la publication Internet. Et puis ensuite, j'ai assez rapidement commencé à travailler avec des galeries et des musées. Et l'autre aspect de ma pratique qui a été assez important au cours des 14 dernières années, c'est j'ai commencé à faire des projections dans l'espace pour des événements de musique et des festivals de musique électronique. Et du coup, l'installation, c'est devenu quelque chose qui a toujours été extrêmement intéressant pour moi, euh, surtout pour essayer en fait de traduire ou d'interpréter une expérience du digital dans un espace physique. Euh, j'ai toujours produit énormément d'animations sur un écran, et donc l'une de mes questions centrales dans mon travail, c'était comment traduire en fait cette expérience d'une animation sur un écran dans un espace, à l'échelle humaine, à l'échelle de l'architecture humaine. Comment faire en sorte que cette expérience devienne ajustée à l'expérience humaine en fait qu'on va avoir d'un art, qu'on va avoir dans un espace physique. Parce que Ouais. je suis sûr qu'on a tous eu cette expérience de voir une animation sur un écran ou une œuvre digitale sur un écran chez nous qu'on trouve extrêmement excitante, et ensuite on va la voir dans un musée ou dans une galerie, dans un white cube sur un petit écran, et c'est beaucoup moins excitant tout d'un coup, parce que, Ouais. voilà, parce que le contexte en fait d'expérience de l'œuvre est complètement différent. Bah là, par exemple, je suis sur ton site web et il y a une œuvre, une installation où on voit, il y a un banc à très design, tout en aluminium, avec un rocher sur le banc, donc vraiment ouais, un énorme caillou, avec un bras articulé qui sort de la roche et qui présente un écran digital. Et sur cet écran digital, il y a une vidéo qui passe. Ah, je vois que tu as la police qui vient chez toi. Ouais, la police vient me Mais- chercher, désolé, c'est assez bruyant dans ma rue. Pas de problème. Et donc, tu vois, je me suis dit, tout de suite, j'ai reconnu les codes de l'art contemporain. Typiquement, moi, ça m'a fait penser à un travail de type, tu vois, Alicia Quad ou Tatiana Trouvé, qui utilisent des formes organiques et qui mélangent ça avec de l'acier ou de la vidéo. Ou Neil Beloufa aussi fait ça. Je pense que c'est pour ça qu'il nous a parlé de toi aussi. C'est un courant dans l'art contemporain et c'est très fort parce qu'il y a de la roche,
il y a un siège, un banc qui déroute complètement. Il y a cet écran qui est presque là par hasard, on dirait improvisé. Et donc, et ça permet de voir la vidéo autrement, en fait. C'est vrai qu'on se dit, il nous montre pas qu'une vidéo. Il nous montre un environnement. Il y a une histoire, enfin, il y a un narratif en fait autour de ça. Je trouve ça vraiment chouette. Merci, merci beaucoup. Bah oui, ce projet, il s'appelle Les Prophètes et c'est un projet assez récent qui date de 2019. Et comme je disais tout à l'heure, dans ma pratique artistique au sens large, au-delà de ce que je fais dans le digital, j'ai toujours cette volonté d'essayer de connecter le digital et le physique et de créer ces sortes de liens. Donc parfois, c'est des liens historiques. Euh, Entre voilà les trames digitales et puis la broderie ou le textile. Et puis parfois, c'est vraiment des connexions soit plus littérales, soit plus poétiques entre des formes d'art digital que j'ai créées et des objets physiques. Et là, pour le coup, dans Les Prophètes, le point de départ, c'était ces roches, qui sont des roches volcaniques. Et mon idée pour ce projet de sculpture, c'était en gros, d'essayer de faire parler ces roches, de faire en sorte que on ait une expérience de ces roches comme si elles étaient hantées ou comme si elles essayaient d'exprimer une sorte d'état, d'activité contenue à l'intérieur de la roche. Donc quand on fait l'expérience de ces sculptures dans un espace physique, on a vraiment cette sorte de tube noir qui sort de la roche et il y a cet écran qui est connecté à la fin. Donc on a l'impression que la roche exprime une sorte d'activité volcanique intérieure qui est toujours là. Et donc c'est un peu l'un des derniers chapitres de cette recherche entre une connexion entre le matériel et le digital dans mon travail, mais pas forcément une connexion entre le matériel et le digital qui soit une connexion critique ou conceptuelle, mais qui soit plus une connexion poétique ou qui soit une connexion qui soit de l'ordre du ressenti en fait, du ressenti et puis parfois de questions plus, enfin, qui sont très complexes et difficiles à répondre. Et là, en l'occurrence, ben voilà, l'activité terrestre, l'activité volcanique, les cycles de création, de destruction, etc. Et comment nous, en tant qu'êtres humains, on, on peut avoir des relations avec ces cycles-là. On n'est pas très loin de l'Arte Povera ou d'un Joseph Beuys ou d'un Janis Kounellis finalement, dans lesquels tu ajoutes cette dimension numérique. Alors l'Arte Povera, pour avoir fabriqué ces sculptures, je pense on en est un peu plus loin parce que Oui, bien elles ont sûr. été très compliquées à construire en termes logistiques et en termes financiers, parce que voilà, il y a tellement de parts différentes, etc. Mais c'est vrai que, ouais, disons que là, ces dernières années, j'ai essayé de me rapprocher de questions qui sont voilà, des questions assez complexes. Là, en l'occurrence, ça a vraiment à voir avec la relation au matériel, mais dans un sens presque pas universel, mais dans un sens très viscéral, au sens où voilà, la roche qui est sous nos pieds, les strates géologiques qui sont sous nos pieds, c'est des strates qui servent à construire les outils qu'on utilise aujourd'hui. Et en même temps, voilà, on a tendance à ignorer le fait qu'il y a des cycles qui existent dans ces strates, qui sont des cycles qui pourraient voilà, qui pourraient anéantir la civilisation humaine du jour au lendemain et qui ont été aussi responsables pour sa création. Donc voilà, c'est des questions, c'est des grandes questions et tout le monde va avoir un regard et un rapport différent. Mais disons que pendant ces dernières années, les 3-4 dernières années, j'ai vraiment essayé d'aborder ces questions-là. Ce qui n'est pas facile parce que, bon, voilà, c'est très facile de tomber dans quelque chose qui va être interprété comme New Age ou qui va être interprété comme apocalyptique, etc. Et donc, avec ce travail-là de sculpture, c'était vraiment arriver à trouver une sorte de justesse de tonalité dans les œuvres qui ne fassent pas tomber les œuvres voilà, dans quelque chose de post-apocalyptique, dans une sorte de commentaire lambda sur le réchauffement climatique, etc. Nicolas, justement, là tu parlais de messages, mais on va aborder maintenant les NFT parce qu'on s'appelle quand même l'art du NFT, mais c'est vrai qu'on pourrait parler longtemps avec toi de ce qui t'inspire. Concrètement sur les NFT, alors tu pourrais nous expliquer déjà d'où ça vient, mais moi je vois que tu as plusieurs collections sur plusieurs places de marché importantes, Foundation, Super Rare, OpenSea, Iketnook, donc sur plusieurs blockchains aussi. J'ai bien compris que tu différenciais ton travail, il y a plusieurs pistes dans ton travail. Explique-nous déjà les NFT, depuis combien de temps tu en fais et est-ce que tout de suite tu as voulu faire des séries différentes sur des places de marché différentes? Alors la première NFT que j'ai mis en vente, c'était en février 2021, donc ça fait un petit peu plus d'un an. Et j'ai été contacté par Super Rare et Foundation à l'automne 2020.
Et donc ça m'a pris pas mal de temps avant de lancer, de faire ma première NFT. J'ai pris 3-4 mois pour réfléchir et pour essayer de m'éduquer par rapport C'est à c'est quand cet même écosystème. intéressant qu'en fait, tu as été contacté par des plateformes de curation NFT. Donc, quelque part, tu as entendu parler des NFT parce qu'on est venu te sensibiliser à ça, parce que tu avais été identifié comme artiste numérique et donc les NFT étaient, étaient quelque chose de naturel. Tout à fait, ouais. Disons que c'était complètement passé inaperçu pour moi jusqu'à ce que ces plateformes me contactent. Ce qui est assez drôle parce que, bon, étant donné que je passe 8 à 10 heures sur mon ordinateur tous les jours, j'aurais dû m'en rendre compte. Mais voilà, donc Super Art Foundation m'ont contacté à l'automne 2020 et j'étais assez sceptique au départ. Et puis j'ai commencé à avoir des artistes que je connaissais qui commençaient à vendre des œuvres sur ces plateformes. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi tu étais Et sceptique? ensuite, Parce que finalement, il s'agissait presque que d'un moyen de monétisation de ce que tu faisais déjà. Il ne s'agissait pas de travestir ta démarche ou tes œuvres. Quelle était ta réticence? je pense que mes réticences au départ, c'était par rapport à l'art que je voyais, par rapport au fait que j'avais aucune connaissance de cet environnement et que voilà, la réaction un peu typique, c'est de se dire oula, qu'est-ce que c'est, un Ok, nouvel on va environnement, me demander de etc. faire des animaux avec des chapeaux et c'était un peu ça. Je ne veux pas me lancer Non, là-dedans. j'étais dubitatif parce que ça me semblait presque trop beau pour être vrai aussi, je pense, quelque part. Parce que voilà, ça fait 10-12 ans que des plateformes de marketplace d'art digital se sont mis en place et m'ont contacté en promettant monts et merveilles. Et ça fait 10-12 ans qu'à chaque fois, ça floppe complètement. Donc j'ai développé une certaine, comment dire, voilà, une certaine méfiance par rapport à ce genre de promesses. Parce que bon, je veux dire, avant les NFT, des plateformes qui ont essayé de vendre de l'art digital, il y en a eu un paquet. J'ai tenté l'aventure avec certaines d'entre elles. Bon, voilà, l'aventure a toujours été très très décevante. Du coup, bon, là, ça semblait être voilà, une de plus. Et puis bon, quand même, il y avait pas mal d'amis à moi qui m'ont dit non, non, tu devrais faire attention au NFT, c'est quelque chose qui va se développer. Et vraiment, ce qui a créé en fait le déclic pour moi, c'est de voir des artistes que je connaissais déjà, qui ont commencé à mettre leur travail sur ces plateformes-là. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais ça a vraiment créé un déclic et je me suis intéressé de plus en plus. Et donc voilà, la première œuvre que j'ai mis en vente, c'était le 15 ou le 12 février 2021. Et ensuite, ça a été les montagnes russes jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que tu veux montagne russe, tu veux dire ça monte et ça descend, ou ça a été un succès continuel depuis un an, ou ta base de collectionneurs s'est agrandie au fur et à mesure, j'imagine? Ouais, ça a été assez fulgurant en fait. Les montagnes russes, c'est pas vraiment la bonne métaphore, mais disons que Une fusée, quoi. ouais, ça a été assez fulgurant. Et l'année dernière, je me suis focalisé sur les NFT à 100%. J'ai rien fait d'autre. Et donc voilà, j'ai dû apprendre assez rapidement plein d'aspects de ce nouvel écosystème, que ce soit au niveau de la stratégie, et puis aussi ben voilà, par rapport à ce qui était évoqué tout à l'heure, comment, euh, comment présenter certaines œuvres, comment séparer les œuvres, comment vendre sur différentes plateformes, sur différentes blockchains, etc. Euh, Donc, et puis là, tu as bon, élaboré une heureusement, vraie stratégie éditoriale, finalement. disons que je l'ai élaboré un petit peu dans l'urgence et comme j'ai quand même 10-12 ans d'expérience dans le monde de l'art, je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à pas trop voilà, m'enflammer et à pas faire certaines erreurs. J'ai eu la chance d'avoir certains collectionneurs très tôt qui ont essayé aussi un peu des mentors, qui m'ont appris beaucoup de choses par rapport à cet espace-là. Bon, il y a Kevin Terranian, le fondateur de Foundation, euh, les collectionneurs qui font partie de Flamingo DAO, qui ont été aussi extrêmement présents et qui m'ont beaucoup aidé. Voilà, et ça a aussi énormément impacté, on va dire, ma carrière dans les NFT.
Ouais, beaucoup d'œuvres très abstraites hein, dans Foundation, des œuvres plus architecturales sur d'autres plateformes, après aussi des œuvres plus en lien avec l'art digital, le pixel art sur d'autres plateformes. Effectivement, je crois que pour un collectionneur, c'est riche parce qu'on voit tous les aspects de ton travail en fonction des plateformes et à chaque fois, c'est des communautés différentes. Donc, j'aimerais bien avoir ta vision d'ailleurs. Il y a une communauté que tu préfères, il y a une plateforme que tu préfères, mais comme ça, de toi à moi, hein, sans que personne l'entende. Hein. Sans que personne l'entende, ça va être difficile, parce qu'il y a tout le monde qui nous écoute, et puis c'est enregistré en plus. Donc, non, il n'y a pas vraiment de plateforme que je préfère. J'ai quand même une préférence pour la blockchain Tezos, ça c'est sûr et certain. D'abord parce que c'est une blockchain qui est très facile d'accès, ça coûte très peu cher de poster des œuvres dessus, et puis parce que je trouve que la qualité de l'art sur Tezos est exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Il y a des communautés d'artistes qui sont fabuleuses, il y a vraiment une culture du soutien mutuel, de l'entraide, etc., de la redistribution qui est géniale. Donc j'ai une préférence pour cette blockchain-là. Après, voilà, la blockchain Ethereum, c'est clairement aussi la blockchain la plus importante à l'heure actuelle. C'est la blockchain sur laquelle j'ai vraiment établi ma carrière l'année dernière. Et c'est aussi une blockchain sur laquelle il y a énormément d'artistes qui sont fabuleux et des projets aussi qui sont, comment dire, des projets pilotes qui sont un peu des projets qui lead l'industrie à plein de niveaux. Mais Nicolas, concrètement, juste, ça m'intéresse, c'est la question qu'on pose aussi. Donc, j'imagine que tu as pu gagner ta vie l'année dernière avec ça. Donc, pendant 12 ans, tu disais n'avoir quasiment très peu vendu d'œuvres digitales. Donc, j'imagine que tu faisais autre chose. Maintenant, tu envisages donc de pouvoir vivre de ton travail digital maintenant. C'est quelque chose que tu peux lancer comme ça officiellement? Ah oui, oui, bien sûr, bah, oui, j'en vis très bien même, mais disons que moi, là, les questions d'aujourd'hui que je me pose, c'est déjà aussi mon rôle de collectionneur, parce que je pense que vous l'avez remarqué, j'ai vendu beaucoup d'œuvres l'année dernière, j'en ai aussi collectionné énormément, euh, et ça devient aussi maintenant partie de mes priorités, comment investir dans les NFT et comment soutenir voilà, beaucoup d'artistes à travers cet écosystème. Ouais, toujours l'importance de la communauté. On y revient toujours. Tout à fait, oui. Bah, moi, de toute façon, dès le départ, c'est la communauté qui m'a énormément aidé à m'établir dans les NFT. Et après 12 ans d'expérience à la fois dans le monde de l'art, dans le monde de la musique électronique, dans le monde de la mode, etc., où j'ai fait énormément de projets différents dans plein d'industries différentes, euh, j'ai senti vraiment un changement de paradigme lorsque je suis arrivé dans les NFT, à la fois par rapport à l'artiste et à l'autonomie qu'un artiste pouvait établir dans le monde des NFT, et puis aussi par rapport à la culture de l'industrie. Alors après, c'est réducteur ce que je veux dire, parce qu'il y a plein de communautés différentes qui sont investies dans le NFT, mais disons que moi, les communautés dans lesquelles j'évolue, il y a cette vraie culture du soutien mutuel, il y a cette vraie culture de la redistribution, il y a cette culture des artistes qui achètent les œuvres des autres artistes, etc. Et ça, d'un point de vue humain et aussi d'un point de vue stratégique et économique, je pense que c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire, et c'est quelque chose dans lequel je veux jouer un rôle plus important juste qu'un rôle Oui, d'artiste. c'est ça, c'est ce que je ressens. Et d'abord, j'ai senti clairement les NFT ont changé ta vie. Et les NFT ont changé la vie de milliers d'artistes depuis l'année dernière. C'est absolument incroyable ce qui s'est passé. Maintenant, tu peux envisager l'avenir différemment, l'avenir sereinement. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que tu veux jouer un rôle dans la communauté NFT. Tu n'es pas là simplement, comme tu dis, simplement comme artiste. Donc, tu es aussi collectionneur. Mais je te sens même au cœur, peut-être au carrefour de plusieurs expérimentations ou d'aider des artistes, peut-être faire des collectifs, faire du soutien, tu vois, aider la carrière des autres aussi. Donc il y a quelque chose d'assez fraternel qui s'installe dans les communautés NFT, surtout vers Tezos, tu as raison, avec Iketnook, qui a été une aventure fantastique l'année dernière. Maintenant, il y a c'est object.com, mais tu pourrais nous en parler. Tiens, j'en profite, je vois qu'il est 45. Si quelqu'un veut lever la main
et prendre le micro pour poser une question avec joie. On vous fait monter sur scène avec grand plaisir. Et donc, ouais, ma question, Nicolas, c'est tes projets, clairement, pour cette année et l'année prochaine, c'est fédérer une communauté. Comment tu vas faire ça? Alors, je suis toujours en train de travailler là-dessus. Disons qu'il y a ma compagne Kiri Doran qui est quelqu'un qui m'aide énormément par rapport à la fois à ma collection, les œuvres que j'achète, etc., par rapport à mes œuvres et puis aussi par rapport à ces questions-là. Donc, c'est quelqu'un avec qui je travaille beaucoup en ce moment pour savoir quelles vont être les prochaines étapes par rapport à tout ça, c'est-à-dire est-ce qu'on va créer des collectifs d'artistes, est-ce que je vais créer une fondation, etc. Je n'ai pas encore les réponses par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à pousser de plus en plus. Et voilà, la formule et le format de ces initiatives, il n'est pas encore clair à mes yeux. J'ai pas mal d'amis qui prennent des initiatives assez similaires. Et donc, pour le moment, on est encore dans une phase on va dire d'expérimentation, où je pense que c'est important de tenter des choses ponctuelles, de voir comment ça marche, et ensuite de tirer, comment dire, de tirer un petit peu euh, c'est quoi le mot en français, je perds mon français, c'est terrible. C'est quoi en anglais? Dis-le en anglais. Euh, J'arrive plus à trouver. De tirer en gros les Les conséquences ou les enseignements. conclusions. Voilà, les enseignements, exactement, merci. De tirer les enseignements de ces expérimentations pour arriver à créer une structure qui soit une structure solide. Parce qu'on parle beaucoup de DAOs en ce moment, on parle beaucoup de collectivités. Moi, avant de créer un collectif ou un DAO, j'ai envie vraiment de faire plein d'expérimentations pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et ensuite passer à l'étape suivante. Mm. C'est sage comme process d'évolution. Avant de donner la parole à nos auditeurs, nos auditrices, il y a déjà Mo qui est on stage. Est-ce que Florent, notre Joker Tech, tu as des questions ou tu souhaites intervenir? Merci, merci Léo de me donner la parole. Écoute, pas particulièrement, j'ai apprécié du coup ton parcours, Nico, et c'est vrai que j'aurais peut-être une question sur justement le fait euh, de devoir collectionner des œuvres. Est-ce que justement tu t'en sers un petit peu comme médium pour rencontrer de nouveaux artistes, ou est-ce que tu es plus dans l'optique de soutenir justement des artistes que tu connais déjà? Voilà, ce serait un peu ma question. Et juste petite parenthèse, j'ai adoré aussi le fait que voilà, au niveau des beaux-arts, ça bloque aussi, puisqu'on a eu le même témoignage la semaine dernière avec Kibo, qui du coup qui est un peu plus jeune que toi, mais qui a eu les mêmes problèmes. Donc on voit qu'il y a certaines institutions de toute façon qui mettront toujours du temps à se mettre à la page. Mais voilà, c'était juste cette petite parenthèse que je trouvais marrante. Oui, c'est vrai. Bon, les institutions, par définition, elles mettent toujours du temps à se mettre à la page, malheureusement. Euh, Claire. Collectionner des œuvres, ouais, ça a été les deux choses que tu as mentionnées. Ça a été à la fois des opportunités pour rencontrer des artistes, parce que souvent, voilà, lorsque je collectionne l'œuvre d'un artiste, on commence à discuter, etc. Donc il y a des amitiés qui se sont créées, voilà, quand j'ai commencé à collectionner l'œuvre ou les œuvres de certains artistes. Euh, et puis je le fais aussi, voilà, par conviction, parce que je pense que lorsqu'un artiste commence à vendre très bien ses œuvres, etc., il me semble très important dans la sphère des NFT qu'il y ait une forme de redistribution des richesses. Mais ça, c'est vraiment un choix personnel, c'est des valeurs dans lesquelles je crois. Et donc j'essaye de réinvestir, on va dire, entre 20 et 25% de mes revenus dans les œuvres d'autres artistes. Je le fais parce que c'est important pour cette économie-là, et puis je le fais aussi parce que je pense que c'est des très bons investissements. Donc il y a plusieurs raisons. Je le fais pas juste par bonté d'âme ou par charité, pas du tout. Je le fais parce que les œuvres pour moi sont fabuleuses et je suis très heureux de les collectionner. Et puis je pense que voilà, à chaque fois que j'achète une œuvre, je pense que c'est un bon investissement de toute façon. Très intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que Mo, tu souhaitais prendre la parole? Oui, bonjour. Donc, Mo du collectif Wanma, un collectif d'artistes d'Afrique et de sa diaspora. Je voulais en fait, en fait, ça m'intéresse tout à fait d'un peu écouter le parcours de Nicolas. J'étais assez intéressé par effectivement ce côté
communauté, effectivement, rendre à la communauté. Donc c'est vrai que nous on a eu la chance, en tout cas, d'avoir été collectionné pour l'un de nos artistes qui est Serge Anigda du Bénin sur l'une des œuvres. Je voulais savoir par ailleurs si tu as parlé aussi dans ta construction dans les NFT de la Flamingo DAO, etc. Enfin, je voulais voir un peu comment si tu étais proche de certains artistes ou comment tu te construis un peu dans l'espace finalement. Comment je me construis dans l'espace des NFT en général ou par rapport à des DAO comme Flamingo? Peut-être par rapport à des DAO ou par rapport à des artistes que tu as pu rencontrer dans l'espace NFT. Moi, nous, on est un peu proche je sais, de Linda Dunia que tu connais par exemple. Ouais, Ou ouais, bien sûr, est-ce que ouais. tu es proche un peu d'artistes justement dans l'art génératif ou des choses qui se ressemblent? Comment un petit peu vous pouvez avoir des connexions ou vous pouvez avoir des l'envie de collaborer ensemble, etc. Ouais, tout à fait. Bah, disons que les connexions, elles se font un peu de façon, on va dire, elles se font de façon un peu spontanée, de façon un peu aléatoire. Voilà, bon, il y a plein de connexions que j'ai faites parce que c'est des artistes que j'apprécie, qui sont des artistes extrêmement talentueux. Il y a des connexions qui se sont faites parce que j'ai collectionné les œuvres de certains artistes. Ensuite, il y a des connexions qui sont venues à moi. Et j'avoue que par rapport à ça, bon, c'est un peu, comment dire, c'est un environnement qui change tellement, qui évolue tellement, où il y a des nouveaux acteurs qui rentrent tous les jours, etc., que je suis un peu perdu par rapport à ça des fois. Donc j'essaye de me focaliser. Voilà, il y a des connexions qui sont clairement des connexions stratégiques. Il y a des gens qui sont des gros acteurs dans les NFT avec qui j'ai la chance de travailler et j'en suis très heureux. Et moi, les connexions sur lesquelles j'essaye de travailler activement, c'est voilà, les connexions entre artistes. Donc, bah, voilà, il y a des artistes comme Linda Dunia, que tu viens de citer. Il y a des artistes comme Sibele Cavalli Bastos, des artistes comme X-Shells, des artistes comme Pixel Fool, qui sont des gens même comme Zoé Osborne, Alex Gibson. Sont des artistes qui ont du succès dans cet espace-là et qui ont des valeurs, je pense, avec lesquelles je me retrouve, des valeurs dans lesquelles je me retrouve et qui sont des community leaders, qui organisent des projets pour la communauté, etc. Et voilà, j'essaye de me focaliser sur ces connexions-là et de, comme on dit en anglais, de nurture these connections, de vraiment de travailler activement avec ces personnes-là sur des projets à l'avenir. Alors pour le moment, ça ne s'est pas manifesté concrètement, mais je pense que dans l'année 2022, ça va prendre forme. À suivre, à suivre. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Oui, non? Sinon, on passe à la petite question de fin. Ok. La scène est silencieuse. Ouais, le temps qui monte, mais là, non, il monte pas du coup. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Tu voulais intervenir, Florent? Ouais, non, juste, ouais, encore une fois, dire que je trouvais ça très intéressant et que. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que justement, tu as quand même une bonne période de réflexion avant de te lancer et de vraiment considérer, même si tu l'as fait un peu dans la précipitation, comme tu l'as dit, tu as quand même pris le temps de faire les choses bien. Et c'est un peu une erreur qu'on voit qui est assez récurrente. Du coup, c'est des artistes qui se jettent directement sur ce nouveau médium sans le considérer pleinement. Et voilà. Et on voit que tu as évité les pièges sur le chemin et que tu t'en es très bien sorti. Donc voilà, félicitations et on va suivre ton travail avec grand intérêt. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour finir, je vais te poser quelques petites questions au débeauté. La première, est-ce que tu peux nous citer un ou une artiste qui t'inspire, que ce soit un artiste numérique ou pas du tout? Oui, bah, je vais citer un artiste dans les NFT, ça va être Pixel Fool, mon ami Pixel Fool, qui est un artiste génératif brésilien, qui est devenu un très très bon ami à moi et j'adore son travail. Son travail m'inspire beaucoup. C'est quelqu'un qui travaille uniquement avec du code. Et du coup, c'est très intéressant pour moi de parler avec lui de son process et de la façon
dont il crée ses œuvres, parce que voilà, c'est une démarche qui est complètement radicalement différente de la mienne. Super. Alors, tu nous as dit que tu étais aussi collectionneur presque compulsif, ou en tout cas gros collectionneur, que ça faisait entièrement partie de ton engagement NFT. Est-ce que tu peux nous parler du premier NFT que tu as collectionné? Alors, j'ai essayé de me rappeler du premier NFT que j'ai collectionné. Je n'arrive pas à m'en rappeler, mais en tout cas, le premier NFT majeur que j'ai collectionné, dont je me souviens, c'est Afro Netrunners 1 de X-Shells. Je m'en souviens parce que c'est un NFT que j'ai acheté pour 0,8 Ether. Donc à l'époque, ça représentait quand même beaucoup d'argent pour moi. J'ai beaucoup hésité. Ma compagne Thierry Doran m'a poussé vraiment à acheter cette œuvre-là en me disant non, 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 Est-ce c'est que vraiment. est-ce que c'était avant que toi-même tu crées des NFT ou est-ce que c'était après? C'était en mars, donc j'avais déjà Ok, t'avais vendu. déjà vendu. Ouais, j'avais déjà vendu 2-3 œuvres. Et ça fait vraiment partie des 3-4 premières œuvres que j'ai achetées. Et ben, ce qui est génial, c'est que en achetant cette œuvre, j'ai commencé à parler avec X-Shells et à partir de ce moment-là, on est devenus amis. Et donc, ça a été un peu on va dire le point de départ de cette amitié. Et puis ensuite, X-Shells a connu la carrière qu'on connaît tous. Donc, voilà, ça c'était du bonus en plus. Le NFT que tu n'as pas réussi à acheter. Le dernier NFT que j'ai pas réussi à acheter, c'est Ripples 3 de Fingacode. Fingacode, c'est un artiste sur Foundation et qui est aussi sur Tezos, qui fait des œuvres qui sont, je pense, codées. Il a fait cette série sur Foundation qui s'appelle Ripples. Et j'ai essayé d'acheter la troisième et j'ai dû partir en rendez-vous et je l'ai pas eu. Quelqu'un m'a outbidé et ça a été très douloureux. Voilà, donc je m'en souviens en plus. Ouais, je comprends. Et le NFT que tu attends avec impatience. Le NFT que j'attends avec impatience. Alors, le NFT que j'attends avec impatience pour cette année, c'est un NFT que je vais créer en collaboration avec un producteur de musique français qui est extrêmement connu et qui est quelqu'un dont je suis un grand fan, qui m'a contacté récemment pour Mais qu'on n'a pas, collaborer. Donc, qu'on n'a pas le droit de citer. et voilà, je vais pas le citer pour le moment pour regarder, mais bon, Teaser. il est déjà pas mal sur Foundation et sur d'autres plateformes. Et donc voilà, j'attends avec impatience cette collaboration parce que voilà, parce que sa musique fait partie de ma jeunesse, des périodes aux Beaux-Arts, etc. Et donc du coup, ça représente quelque chose d'assez de super excitant et de juste génial pour moi de pouvoir travailler avec ce producteur de musique. J'ai une petite idée, mais bon, je dirais Ouais, rien. je pense que voilà, il y a un choix limité, donc a priori, tu devrais savoir qui c'est. Bon, il faudra qu'on l'invite un jour. Bah oui. Et enfin, quel est l'invité que tu aimerais écouter dans cette room? Bah, j'aimerais beaucoup entendre Linda Dounia justement dans cette room. Linda, c'est une artiste qui est basée à Dakar, qui a un travail fabuleux, qui fait aussi partie du collectif Cyberbat, qui est un collectif d'artistes basé sur le continent africain. C'est une artiste que j'adore, artistiquement et humainement. C'est quelqu'un de francophone et voilà, ça me ferait très très plaisir de l'entendre dans cette émission. Eh bien, c'est bien noté, on va la contacter. Eh bien, merci beaucoup Nicolas pour tout ça. On va clôturer la room en faisant le tirage au sort du giveaway de la semaine dernière. Florence, si tu veux faire le tirage au sort, peut-être avec Benjamin. Ouais, mais Benjamin, il va falloir un chiffre entre 1 et 28. Alors, je vais donner le 3 pour que ça aille vite pour toi. C'est gentil. Ah, mais Hein, après, il va y avoir une prime aux premières personnes qui dégainent. Ça va décourager les suivants. Non, c'est exceptionnel ce soir. D'habitude, c'est pas moi. Et tu sais ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que ça tombe sur Oscar. Donc c'est son troisième giveaway qui gagne. Parce Donc, que c'est le plus rare. Non, je voulais dire 4, Florent. Non, mais j'espère que Oscar va finir par faire des giveaways lui-même aussi de son côté pour continuer à ce que la chaîne tourne et que ça soit une véritable blockchain. Donc ouais, ben, félicitations à toi Oscar encore qui gagne une troisième fois, c'est assez incroyable.
Mais au moins, on te remercie de ta fidélité. Je sais pas si t'es dans la room. Non, je crois pas. Jamais 203, après c'est fini. Hein. Voilà, maintenant c'est bon, il a tout raflé là. On le bannit. Super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Il est 19h00. On est parfaitement dans le temps. Encore merci infiniment, Nicolas. C'était absolument passionnant. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous, au revoir. Au revoir. Bonne semaine. L'art du NFT.